Esprit, esprit, es-tu là? L'amour, l'amour, l'amour. Je vous souhaite tous de le vivre un jour véritablement. Ça peut prendre un peu de temps, même beaucoup de temps, de trouver la bonne personne. Mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre, d'expérimenter, d'apprendre, de grandir. C'est ce que nous enseignera Sonia Greene, connue essentiellement pour être l'ex-femme d'Howard Phillips Lovecraft. Femme haute en couleurs, téméraire, au parcours semé d'embûches, elle était surtout une femme d'affaires redoutable. Et si nous prenions le temps de discuter avec son fantôme? Bienvenue à New Providence. Je suis Mara Laraona et je serai votre guide tout au long de notre visite. Avant d'aimer, avant de soutenir, avant même de rencontrer Howard Phillips Lovecraft, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse, Sonia Greene a vécu intensément. Sonia Aft Shafirkin, son naissance, est née le 16 mars 1883 dans l'Empire russe sur l'actuel territoire de l'Ukraine à Itchnia. Un monde instable, violent et profondément inégalitaire. Un monde où être juive n'est pas seulement une identité religieuse ou culturelle, mais une condition dangereuse. Les pogroms, les discriminations légales, la peur permanente font partie du quotidien. On ne n'est pas libre dans cette Europe-là. On apprend très tôt à se taire, à observer ou à fuir. Le père de Sonia meurt alors qu'elle est encore très jeune, vers 1888. Probablement avant qu'elle n'ait atteint l'âge de 6 ans. Sa mort laisse un vide, aussitôt suivi d'un bouleversement familial. Sa mère, son frère et elle doivent se réinventer. Sa mère, désormais seule, n'a pas beaucoup de choix. Comme tant d'autres, elle est déracinée, elle part. La première étape de l'exil de Sonia n'est pas l'Amérique, mais l'Angleterre. Sa mère, elle, part pour New York en espérant faire venir ses enfants, donc son frère et Sonia, qu'elle a laissés à Liverpool en espérant et tentant de se reconstruire. Mais la stabilité reste illusoire. La mère de Sonia se remarie à un Américain qui se trouve être un personnage grossier, humiliant et parfois cruel. Il ne souhaite pas de la présence de Sonia et son comportement envers sa mère est plutôt inconvenant, voire violent. D'où le fait que la jeune enfant a mis quelques années avant de quitter le vieux continent. Pour Sonia, l'enfance se termine brutalement. Il n'y a plus de refuge familial, plus de sécurité affective. Très tôt, elle comprend qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Lorsque Sonia arrive finalement aux États-Unis, quelques années plus tard, auprès de sa mère, elle n'arrive pas avec des rêves, mais avec une expérience précoce de la dureté du monde. L'Amérique lui est présentée comme une opportunité, une promesse, celle d'un avenir possible, d'une vie à construire. Mais ce n'est pas un paradis. Arriver en Amérique, c'est recommencer à zéro. Changer de langue, changer de code, changer de rythme. Et surtout, être étrangère, encore. Mais Sonia s'adapte très vite. De toute façon, elle n'a pas le choix.
Son enfance, brisée puis recomposée de force, l'a rendue autonome très tôt. Bien trop tôt. Elle a appris à lire les situations, à se défendre, à avancer sans attendre qu'on lui tende la main. À ce moment-là, Sonia comprend quelque chose d'essentiel. Survivre ne suffit pas, il faut exister. Elle travaille, elle apprend, elle observe. Et surtout, elle entreprend. Sonia devient une femme d'affaires, un peu malgré elle. Non pas par goût du pouvoir, mais par nécessité. Elle se fait un nom dans le milieu de la châtellerie, où elle excelle dans la vente, la gestion et la négociation. Elle connaît ses produits, ses clients, son marché. Elle impose sa compétence dans un monde dominé par les hommes, sans demander la permission, sans s'excuser d'être là. Dans son parcours, ce n'est pas sa réussite relative qui marque, du moins pas seulement. C'est son énergie. Sonia ne reste jamais immobile. Quand une porte se ferme, elle en force une autre. Quand une situation devient étouffante, elle change de décor. Au courant de sa vie, mais aussi également vers la fin de sa vie, Sonia s'investira dans tout ce qui est associatif. Parce que survivre seule ne lui suffit pas non plus. Elle s'engage, participe, soutient. Pour elle, les associations sont des lieux de lien, de solidarité, mais aussi d'intelligence collective. Très tôt, Sonia devient une femme moderne bien avant que le mot ne devienne à la mode. Indépendante financièrement, socialement active, libre dans ses déplacements, libre dans ses choix, libre dans ses relations. Mais cette liberté a un prix. Si Sonia sait construire, travailler, se relever, elle va se heurter encore et encore à un domaine où rien ne se maîtrise vraiment. L'amour. Sonia Aft Shafirtin a beaucoup aimé, et souvent mal, et souvent à s'en faire mal même. Ses relations amoureuses jalonnent sa vie comme des points de rupture, au point qu'elle laisse derrière elle une série de noms différents, comme autant de tentatives d'être quelqu'un ou d'être enfant aimé. Lors de cette séance, nous nous attarderons sur 3 noms. Les premières relations de Sonia ont lieu dans un contexte où le mariage est rarement une question d'amour. Pour une jeune femme immigrée, juive, d'une famille sans fortune, le mariage est à la fois une protection sociale, une contrainte économique et une norme presque incontournable. Ces unions sont marquées par des déséquilibres profonds. Sonia donne, soutient, espère, financièrement, matériellement, émotionnellement, mais reçoit peu en retour. Les hommes qu'elle épouse ont fréquemment du mal à accepter son tempérament. Une femme vive, indépendante, travailleuse, qui refuse de se soumettre entièrement. Ses partenaires sont souvent instables, violents, parfois incapables d'assumer leur rôle sans une forme de domination. Sonia, elle, tente de maintenir l'équilibre, de comprendre, de réparer. Dans ses relations, elle semble reproduire un schéma qu'elle a rencontré très tôt dans l'enfance. Une mère contrainte par le mariage, un homme autoritaire, parfois humiliant, et l'idée que l'amour passe par l'endurance, oubliant complètement l'amour véritable qu'il y a eu entre son père et sa mère, alors que leurs traditions s'y opposaient. Aimer devient donc une épreuve et quitter une nécessité. Samuel Loveman Greene, de son vrai nom Samuel Scheckendorf, un russe américanisé, entre 1899 et 1906 est le nom de la violence, qu'on affuble encore à ce jour à Sonia. Elle divorcera seulement de l'homme en 1908. Parmi toutes les relations de Sonia, celle qu'elle a avec Greene est probablement la plus sombre et paradoxalement la plus durable sur le plan symbolique. Sonia épouse Greene la veille de Noël 1899, alors qu'elle n'a que 16 ans et lui 10 de plus.
Très rapidement, le mariage devient un espace de violence conjugale, à la fois physique et psychologique. Greenie se montre brutal, autoritaire et humiliant. Sonia, de son côté, travaille, soutient financièrement le foyer, tente de maintenir une normalité de façade et donne naissance à leur fils qui décédera quelque temps plus tard, puis à sa fille Florence en 1902 ou 1903 selon les sources. Le déséquilibre est total, elle porte le couple à bout de bras. Lui impose la peur. Après plusieurs années de tension et de violence, Sonia quitte Greenie en 1906. Mais il ne lui lâchera pas la grappe avant 1908. Ce monsieur avait la prétention de lui apprendre la vie, si vous voyez ce que je veux dire, dans l'objectif de la façonner dans son modèle idéal. Et il l'a clairement appâtée avec des livres, elle qui souhaitait en faire des études. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin en ce qui concerne les manipulations qu'elle a pu subir avec ce goujat. Et je vous laisse interpréter mes termes afin de définir ma pensée profonde. Le départ de Sonia est un acte fort pour l'époque. Divorcer, partir, rompre avec un mari violent, c'est très risqué socialement. Pourtant, si elle quitte l'homme, elle conserve le nom. Le nom de Greenie ne reste pas par amour, mais par contrainte. Administrative, sociale, peut-être même par fatigue. C'est ce nom qu'elle utilise dans sa vie publique, professionnelle et même littéraire pendant quelque temps. C'est là un paradoxe cruel. Le nom sous lequel Sonia est connue à ce jour est le nom de l'homme qui l'a le plus détruite. Quelques années plus tard, après des relations infructueuses, Sonia rencontre Howard Phillips Lovecraft au début des années 20, dans un milieu intellectuel et amateur de littérature, le National Amateur Press Association. C'était Boston qui se croiseront la première fois. Leur relation débute dans une admiration mutuelle, nourrie par les échanges, les lettres et les conversations. Une rumeur raconte comme quoi une autre femme était intéressée par Lovecraft, mais Sonia n'a pas hésité à lui passer devant sans une certaine malice. Ainsi, ils se marient en 1924 à Brooklyn, après qu'elle lui ait très largement couru après. Cette relation est radicalement différente de la précédente. Avec Lovecraft, Sonia n'est pas confrontée à la brutalité, mais à la fragilité. Howard est malade, anxieux, instable financièrement, profondément attaché à ses habitudes et à sa ville natale. Sonia, elle est active, mobile, entreprenante. Très vite, elle devient le pilier du couple. Elle soutient Lovecraft financièrement, matériellement, émotionnellement et artistiquement. Elle croit en son talent, parfois plus que lui-même. Elle travaille pour Dieu, elle encourage, elle rassure, elle organise. Mais l'amour ne suffit pas à combler les fractures. Le couple souffre de la distance géographique qui s'est installée plusieurs fois, des difficultés économiques, de la santé fragile de Lovecraft et de Sonia, et d'une incompatibilité profonde de mode de vie. En 1929, ils se séparent. Pourtant, ils ne divorceront jamais officiellement. Lovecraft ne signera jamais les papiers. Cette absence de divorce est lourde de sens. Elle laisse une relation suspendue, jamais close. Même après la séparation, Sonia continue de soutenir Howard, même si la relation se fait beaucoup plus distante. Là encore, elle donne sans compter. Et elle apprendra tardivement sa mort. Ce n'est que bien plus tard, durant les années 30, que Sonia trouvera enfin une relation où elle est véritablement apaisée avec Nathaniel Abraham Davis, qu'elle épousera en 1936. Avec Davis, l'amour change de nature. Il n'est plus une lutte et un sacrifice permanent. La relation est stable, respectueuse, fondée sur l'égalité et la compréhension mutuelle. Sonia n'a plus besoin de se battre pour exister, ni de porter seule le poids du couple. Pour la première fois, elle vit un amour qui ne la détruit pas.
D'un point de vue strictement biographique, Sonia devrait être désignée désormais comme Sonia H. Davis. Mais l'histoire en a décidé autrement, préférant conserver le nom de Greene, celui de la violence plutôt que celui de la réparation. À travers ses relations, Sonia Greene, ou plutôt Sonia Aft, Sonia Davis, semble répéter un schéma appris très tôt. Aimer des hommes défaillants, tenter de les sauver, s'oublier dans le processus. Mais à la différence de sa mère, Sonia ne s'effondre pas. Elle part, elle recommence, elle reconstruit. Et surtout, elle ne cessera jamais d'agir. Dès son arrivée aux États-Unis, Sonia Aft comprend que sa survie passe par le travail. Encore adolescente, elle entre dans le monde du commerce, dans un secteur en pleine expansion, la chapellerie féminine. Au début des années 1900, Sonia travaille comme vendeuse, puis rapidement comme acheteuse dans les magasins de mode de New York. La chapellerie est un domaine stratégique. La mode féminine change vite, les marges sont réelles, et le contact client est central. Sonia s'y révèle particulièrement douée, grâce à son naturel et son intelligence redoutable. Très tôt, elle ne se contente pas de vendre. Elle observe, compare, négocie, anticipe. Parallèlement, Sonia s'intéresse à l'écriture. Elle rédige des articles et des nouvelles et réussit à se faire publier dans plusieurs magazines et journaux américains. Cette activité littéraire, bien que moins lucrative que celle du commerce, lui permet de développer sa pensée, sa créativité et sa voix personnelle, renforçant son indépendance intellectuelle. Après sa séparation d'avec Greene en 1906, Sonia intensifie ses activités professionnelles. Elle voyage régulièrement entre New York, Chicago, tout un tas de villes commerciales et même en Europe afin d'acheter et de vendre des produits de mode, des chapeaux. À cette période, entre 1906 et 1920, elle acquiert une solide réputation en tant qu'acheteuse, vendeuse indépendante, capable de flairer les tendances et de négocier des prix avantageux. Cette activité lui confère une certaine indépendance assez rare pour les femmes de son époque. C'est aussi ce travail qui lui permet de subvenir seule à ses besoins, quitter des relations destructrices et maintenir un niveau de vie indépendant. Le commerce n'est pas un à côté pour elle, c'est le pilier de sa liberté. En 1921, Sonia travaille déjà comme modiste expérimentée à Manhattan et gagne un très bon salaire, lui permettant de vivre de manière indépendante et de soutenir son propre foyer. C'est à cette période qu'elle rencontre Lovecraft. Lorsqu'elle épouse Lovecraft en 1924, elle est financièrement autonome et active dans son milieu. Très rapidement, Sonia devient le principal, si ce n'est l'unique ressource financière du foyer du couple. Car Lovecraft n'a jamais eu d'emploi stable, ce qui le mettait très mal à l'aise d'ailleurs. Peu après son mariage, elle tente d'ouvrir sa propre boutique indépendante, mais ça ne fonctionne pas du tout. Ça échoue et en plus de ça, elle a eu de graves problèmes de santé qui ont nécessité des soins. Pendant leur vie commune à New York, Sonia multiplie les emplois autour de la vente et de la mode. Elle soutient les besoins du foyer, elle soutient Lovecraft et parfois même souvent à distance. Pour Sonia, c'est une période qui est assez instable autant au niveau financier que de sa santé. Et après leur séparation, elle continue évidemment de travailler, essentiellement en dehors de New York. Après sa séparation définitive d'avec Lovecraft et son mariage avec Monsieur Davis, Sonia s'installe en Californie, principalement dans la région de Los Angeles. Là encore, elle s'adapte à un nouvel environnement, à un nouveau style de vie. Elle ne restera pas oisive. Sonia continue d'écrire des articles, des essais, des récits, et plusieurs de ses textes sont publiés, ce qui lui permet de maintenir une présence intellectuelle indépendante. Elle rédige également une autobiographie, offrant un témoignage rare et précieux sur sa propre trajectoire, sa relation avec Lovecraft et sa vie mouvementée. À Los Angeles, Sonia s'intéresse vivement à la scène culturelle et artistique locale.
y compris à l'essor du milieu du cinéma. Un univers créatif qui attire beaucoup d'esprits créatifs et bohèmes de l'époque. Bien que ses liens avec le milieu du cinéma ne soient pas ceux d'un emploi stable dans un studio, elle fréquente des cercles où l'influence du cinéma et de la culture populaire est flagrante. Elle s'engage également dans la vie associative, notamment auprès de cercles juifs et littéraires de la région, cherchant à tisser du lien, à partager son expérience et à rester connectée avec une communauté. Même si certaines activités ne sont pas aussi rémunératrices que son travail de vendeuse, elle reste tout de même active, curieuse et pleinement engagée intellectuellement jusqu'à la fin de sa vie. Tout au long de sa vie, Sonia n'a jamais cessé de travailler. Les hommes passent, les noms changent, mais le geste demeure. Créer, vendre, négocier, s'adapter. Écrire, c'est faire entendre. Si l'amour a occupé une place centrale dans son existence, le travail et la création en ont été l'ossature. Et pourtant, lorsqu'on parle de Sonia aujourd'hui, on évoque rarement cette femme d'affaires, cette immigrée devenue indépendante, cette entrepreneur avant l'heure et écrivaine. On préfère se souvenir d'elle comme la femme de Lovecraft. C'est peut-être pour cela qu'il est temps, enfin, de l'appeler par son vrai nom. Sonia a traversé les frontières, les langues, les noms et les hommes. Elle a connu la pauvreté, la violence, l'exil, la solitude. Elle a aimé mal, souvent, avant d'aimer juste. Et pourtant, elle n'a jamais cessé de se relever. Ce qui frappe quand on regarde sa vie dans son ensemble, ce n'est pas la somme de ses échecs. C'est sa capacité à continuer de travailler quand l'amour échoue, à continuer d'aimer quand le monde se montre brutal, à continuer d'agir quand tout pousse à l'abandon. Sonia n'a jamais été une figure passive, ni une muse, ni une simple épouse. Elle est une immigrée devenue indépendante, une femme battue devenue libre, une entrepreneuse dans un monde qui ne voulait pas d'elle, une intellectuelle sans diplôme, mais pas sans pensée. Elle a porté des noms qui n'étaient pas les siens, des noms imposés par les hommes, par la loi, par l'époque, mais son identité ne s'est jamais résumée à ces noms. Sonia Aft, Sonia Greening, Sonia Lovecraft, Sonia Davis. Derrière chacun d'eux, il y a la même femme, celle qui avance. Aujourd'hui, on se souvient surtout d'elle à travers un homme célèbre, un homme fragile, un homme qu'elle a soutenu, encouragé, protégé. Mais Sonia ne mérite pas d'être une note de bas de page dans la vie de Lovecraft. Elle mérite qu'elle soit regardée pour ce qu'elle a été. Un modèle de résilience féminine, forgée dans la contrainte, mais jamais brisée. Une femme qui a réussi à survivre à son époque, sans jamais se soumettre complètement. Alors peut-être que ce soir, le fantôme que nous avons invoqué n'est pas ici pour nous hanter. Peut-être est-il simplement venu nous rappeler ceci. Certaines vies ne demandent pas à ce qu'on les idéalise, mais qu'on les écoute. L'esprit peut repartir, mais l'histoire, elle, reste. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.